engagés publics. Bienvenue aux engagés publics. Cette semaine, aux engagés publics, on est avec Sol Zanetti. Salut Sol, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Denis, ça fait plaisir. Donc, cette semaine, on va parler de monarchie. Oh yeah. Donc, oui, de monarchie avec toi, Sol. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Sol Zanetti, député de Jean Lesage pour Québec solidaire, porte-parole du deuxième groupe d'opposition en matière d'éducation supérieure, d'institutions démographiques, ça va pas bien, démocratiques, de relations intergouvernementales canadiennes, de services sociaux, de souveraineté et pour la réforme du mode de scrutin. Je disais que ça va pas bien parce que j'ai repris quasiment 3 fois avec Sol. Je savais, merci beaucoup Sol pour ta patience. Ça va pas toujours exactement comme on voudrait. Tout ça, tous ces éléments-là font en sorte je me suis dit, t'es vraiment le candidat excellent pour venir nous éclairer cette semaine sur notre sujet. Ce qui est arrivé, c'est que la semaine passée, il y a 2 semaines, on faisait un épisode régulier sur des engagés publics. Puis là, on parlait de monarchie à cause de ce qui s'était passé avec l'affaire Julie Payette. Puis, écoute, on arrivait tout le temps à des cul-de-sac. Peu importe tout ce on essaie de trouver des solutions. Comment ça, on est pogné là-dedans? Qu'est-ce qui se passe avec tout ça? Puis tout semblait tout le temps impossible. Puis à un moment donné, j'ai dit, garde, invitons donc Sol Zanetti, il va nous aider à nous démêler un petit peu dans ce dossier-là. Donc, Sol, écoute, la première question est quand on lit ta fiche wiki là, sur Wikipédia, c'est écrit « La conviction indépendantiste de Sol Zanetti a été fortement influencée par la pensée de Pierre Falardeau. » Ma première question, celle qui me vient, là, comment tu t'es senti après avoir porté allégeance à la reine? Souillé à jamais. Oui, puis c'est ça que j'ai dit aussi aux journaux, puis c'est paru dans l'article du Journal de Québec qui en parlait. Là. Non, j'aurais vraiment préféré pas faire ça. C'est terrible. Je sais pas comment dire de plus, là. C'est physiquement difficile à faire, même, je te dirais. Là. Oh yeah. Mais, puis c'est tellement absurde, mais tout le monde est tellement habitué que comment dire, on se rend plus compte de ce que ça signifie. Puis, il y a comme une espèce de contradiction incroyable dans le rapport que les députés, puis je dirais tout le monde au Québec qui sait qu'il y a un serment à la reine, là, a par rapport au serment à la reine, c'est que d'une part, on dit il n'y a rien là, c'est une formalité, tu le fais, puis après ça, t'en parles plus, puis tu y penses plus, puis tu peux haïr la reine chez vous, même publiquement, puis c'est pas grave. Puis d'autre part, c'est tellement pas grave que si tu décides de pas le faire, la menace, là, c'est que tu deviens pas un membre de l'Assemblée nationale. C'est grave. Puis tu peux pas siéger, tu peux pas voter. T'as probablement pas des budgets pour ton bureau de circonscription. Là. Les menaces sont comme vagues, là. Ils te le disent jamais très clairement jusqu'où ça va. C'est jamais arrivé. Mais on te fait comprendre que c'est déjà arrivé. C'est arrivé dans les années 70 avec quand le PQ avait fait élire 6 ou 7 députés. Est-ce que c'est en 70 ou en 73? Je m'en souviens plus. Je pense que c'est peut-être en 70, là, mais à vérifier. Il y a on peut faire des recherches à l'Assemblée nationale puis revoir les débats qui ont eu lieu dans certaines commissions parlementaires par rapport à ces affaires-là. Mais bref, il y en a qui ont décidé de ne pas prêter serment allégeance à la reine, mais il y en a un qui n'a pas eu le mémo, puis il l'a fait. Puis là, les autres ont fait « Ah merde, pourquoi tu l'as fait? » Là, on est comme pognés. Fait que finalement, ils ont fini par le faire. Fait que finalement, ils l'ont fait, mais ils ont comme fait mine de ne pas le faire. Mais sinon, c'est arrivé aussi bien avant ça. Je ne pourrais pas te dire l'année, là, mais ça fait vraiment longtemps. Puis c'est Ezekiel Hart, qui est un député de confession juive qui voulait pas le faire parce que, pas par conviction anti-monarchiste ou indépendantiste, mais pour des raisons religieuses, parce qu'on sait que le souverain du Royaume-Uni est aussi le chef de l'Église anglicane. Mm-hmm. Puis il y avait comme quelque chose là qui heurtait, disons, sa liberté de conscience. Et il a décidé de ne pas le faire, puis il n'a pas pu siéger.
Ah ouais. Et donc, ça a déclenché une parcelle. Il s'est représenté à sa propre partielle. Il a été réélu, puis il a décidé de pas prêter allégeance à la reine une autre fois. Puis là, je me souviens plus du reste de l'histoire. Il faudrait le voir, là. Sauf que, bref, c'est arrivé. Il y a des précédents. Et puis c'est ça. Fait que donc, pour résumer, tu sais, à la fois, les gens disent que c'est pas grave, mais en même temps, les conséquences qui sont associées au fait de ne pas le faire sont extrêmement graves. Donc, c'est paradoxal. Pourquoi le Québec est soumis à la monarchie d'un autre pays? Il n'y a pas de bonne raison. C'est un legs malheureux de l'histoire. C'est parce qu'on s'en est jamais affranchi. C'est parce qu'ils ont été habiles aussi, je dirais, là, quand même, là, la monarchie britannique, à s'est retirée comme au rythme suffisant pour rester là sans qu'il y ait de rébellion, puis etc. L'histoire du Québec aussi par rapport au régime après dans le régime anglais, ça a beaucoup été ça, là. Ça a été comme ils nous ont fait des espèces de concessions que nos élites ont pris pour des gains en échange que on restait soumis à leur régime puis à leur système d'exploitation coloniale. Je lisais l'expression cette semaine, plumer une poule, une plume à la fois. Ouais, ben il y a ça, tu sais, puis c'est comme, tu sais, c'est ça, c'est habile. Peut-être que l'Empire anglais a été moins frontal que l'Empire français, que les gens se sont révoltés plus parce qu'ils étaient comme, puis peut-être l'Empire espagnol aussi, là, tu sais, je sais pas, l'Empire anglais, ils ont comme été, ça peut, on va vous donner, tu sais, on va vous donner du lousse. Ils ont comme compris que laisse les gens s'occuper des affaires problématiques dont tu veux rien savoir, là, ce qu'ils appellent le home rule, là, tu sais, laisse-la gérer les problèmes, la santé, l'éducation, la religion, on s'en fout. L'important, c'est garde le contrôle sur le commerce, sur les ports, sur l'armée, sur les frontières, sur la propriété des ressources naturelles, garde la souveraineté, puis reste sans calice. Donc, tout ce qui est payant, ils le gardent, puis tout ce qui coûte des choses, ils nous le donnent. C'est le principe de la colonie même. T'sais. Sauf qu'ils n'ont comme pas ambitionné de... ils n'ont pas beaucoup, ou peut-être moins que d'autres empires, ils ont moins ambitionné d'essayer de nous civiliser. Là. Fait que, quand tu fais comme, laisse-les faire leurs affaires, tant qu'on garde le contrôle sur les ressources, c'est ça qui nous importe. Puis ça fait que le monde se rebelle moins. T'sais. Écoute, il y a une bride de réponse à ce que tu viens d'amener. Je vais poser quand même la question, pourquoi c'est important de se libérer de la monarchie? Bien, l'enjeu, c'est la souveraineté. C'est-à-dire que la souveraineté, c'est le pouvoir. C'est le pouvoir de décider. Aujourd'hui, on ne peut pas dire... Techniquement, là, la souveraine du Canada, là, c'est la reine Élisabeth II. Et puis c'est pas vrai que c'est sans conséquence. Puis même si c'est pas elle qui décide qu'est-ce qu'on fait avec nos impôts, puis où est-ce qu'on met tel hôpital, puis etc., ça a des conséquences importantes, le fait que les peuples ne soient pas souverains. Je donne un exemple là, très, très concret. Bon, il y a le serment à la reine, ça c'est terrible. Là, mais il faut que nous, puis même tout citoyen qui devient citoyen canadien, il doit prêter serment d'allégeance à la reine. Et il y a Zachary Richard, d'ailleurs, qui n'a jamais voulu devenir citoyen canadien, même si ça aurait été probablement avantageux. Pour sa carrière, il aurait pu avoir des subventions qui sont liées au système québécois qui donnent quand même, qui subventionnent la culture de façon très avantageuse, puis il est francophone. Ça aurait pu être avantageux, mais il a dit non, juste de penser qu'il faudrait que je fasse ça, je ne le ferai pas jamais. Ayant en souvenir, évidemment, la déportation des Acadiens en Louisiane, puis les terribles sévices qu'ils ont subis. Mais n'importe quel citoyen doit le faire aussi. Il y a des Irlandais, il y en a plein qui ont connu par ailleurs la couronne britannique, qui ne veulent rien savoir de prêter serment pour ça. Il y en a qui le font, puis après ça, qui renient leur serment. Puis il y a une jurisprudence par rapport à ça. Par rapport au serment de citoyenneté, tu peux le porter, puis après ça, faire « je le renie officiellement », puis tu gardes ta citoyenneté pareil. Fait qu'il y en a qui font ça. Bref, il y a des... c'est ça. Mais les conséquences, je donne un exemple là, de pourquoi c'est grave que le peuple ne soit pas souverain. Dans le régime canadien, les référendums ne sont que consultatifs. Ils ne sont pas exécutoires. Ça veut dire que tu peux faire un référendum, le peuple dit à 75% ou même à 50% plus 1, je veux telle affaire, le gouvernement n'est pas obligé de le faire. Bon, ça lui fait une pression. S'il ne le fait pas, il va peut-être perdre ses prochaines élections, tout ça, mais il n'est techniquement pas obligé de le faire. Tu sais, c'est pas exécutoire. Puis ça, c'est grave. Puis un autre exemple très, très concret qui fait que c'est grave de ne pas avoir la souveraineté des peuples, la souveraineté populaire
au Canada puis au Québec, ben on l'a vu avec les Wet'suwet'en, par exemple. Quand il s'agit de passer des pipelines, ben là, tu sais, tu les passes, tu passes sur le corps du monde. Puis les populations locales peuvent pas s'y opposer. Et quand par exemple, le Canada décide d'acheter avec notre argent le pipeline Trans Mountain pour que ça devienne propriété de la couronne, ben c'est pour se protéger aussi de poursuites légales pour être capable de le passer coûte que coûte. Le maudit ben, il est déjà passé le pipeline, mais de pouvoir l'agrandir sans faire face à la contestation, sans faire face à l'obstacle salutaire et écologique que serait la souveraineté du peuple. Fait que faut se libérer de la monarchie parce qu'il faut que les peuples soient souverains. Puis en ce moment, au Canada, au Québec, les peuples ne sont pas souverains. D'ailleurs, tu sais, il y a bien des pays de même. Tu sais, c'est pas. Ah ouais. Il y a bien des pays où les peuples sont pas souverains. Là. Il y en a probablement plus que des pays où les peuples sont souverains. Donc, on revient à l'aspect colonial au final. Ouais. Pourquoi c'est jamais le temps de régler ça? Pourquoi on est à chaque fois qu'on parle, on effleure le sujet, comme dernièrement justement avec la lieutenant-gouverneur, on a dit il faut se débarrasser de cette cochonnerie-là. Puis là, ben, première affaire qu'on entend, ouais, mais c'est trop compliqué, on n'a pas le temps, c'est jamais le moment, c'est toujours trop compliqué, c'est toujours... Écoute, c'est une bonne question. On dirait que c'est comme OK. C'est un des arguments là, les plus, je dirais pas les plus forts, là, mais qui est le plus utilisé pour préserver le statu quo dans un régime comme le Canada, c'est justement le fait de c'est jamais le temps, il y a d'autres priorités. Mais cet argument-là sert à repousser au calendrier grec des réformes qui sont demandées depuis toujours. On s'en rappelle moins, là, mais au Canada, là, il y a eu dans la Fédération canadienne des grandes volontés de changer le système avec, entre autres, la montée du mouvement souverainiste au Québec. Et quand Pierre-Éliott Trudeau a rapatrié la Constitution canadienne en 1982, là, ça veut dire qu'avant 1982, la Constitution était à Londres, puis pour la changer, il fallait l'autorisation de Londres. Tu sais, c'est ça que ça veut dire, le rapatriement de la Constitution. Fait qu'en fait, qu'est-ce qu'il a fait Trudeau? Il a comme achevé, si on veut, l'indépendance du Canada. Le Canada était indépendant, mais tu sais, symboliquement, il y avait encore sa constitution ailleurs. Là, il l'a comme rapatrié. Il a fait ce que le Québec, dans le fond, voudrait faire, mais disons de façon immensément plus démocratique. C'est-à-dire qu'il a fait, OK, la constitution, on la rapatrie. Le problème, c'est qu'il n'a pas dit on rapatrie la constitution puis on fait la souveraineté populaire, parce que ça a été le bordel. Le Canada, là, c'est une colonie qui n'a jamais été décolonisée, dont l'économie a toujours été et est encore centrée sur l'exploitation des ressources naturelles par des multinationales, qui étaient à l'époque des multinationales, des compagnies privées qui étaient associées à la couronne, et ça servait et ça sert encore. À l'époque, ça servait à quoi? Donner des ressources à l'Empire britannique qui dominait le monde à l'époque, donner du bois, puis toutes sortes d'affaires dont ils avaient besoin pour accroître leur domination pour le monde. Puis aujourd'hui, ça sert à quoi? Ça sert à nourrir des multinationales qui font la même affaire, mais pas pour un empire national, mais quand on creuse un peu, on se rend compte même qu'on n'est pas si loin de cette époque-là même, hein? À travers l'histoire de ces différentes grandes entreprises-là, puis des grandes familles. Puis C'est juste que l'impérialisme a été privatisé. Oui, voilà. Je dirais ça de même. C'est plus comme le méchant empire anglais, mais c'est des multinationales, des holdings, c'est un peu nébuleux, puis ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils exploitent les ressources de la planète jusqu'à la détruire, puis ils exploitent les êtres humains, puis c'est ça qu'ils ont, c'est ça leur activité. Et si au Canada, il y avait la souveraineté des peuples, je dis des peuples, hein, parce que moi, ce que je veux, c'est pas juste la souveraineté du peuple québécois, c'est la souveraineté des peuples autochtones, puis la souveraineté des peuples canadiens. Je sais pas combien qui considèrent qu'ils en ont, il y en a peut-être qui considèrent d'autres qui en ont juste un, à eux de le dire. Mais si on veut sauver la planète, là, il faut de la démocratie partout et il faut que les peuples aient une prise sur la protection de leur territoire. Et dans le Canada, ça n'arrivera pas, une réforme comme ça. Pourquoi? Ben, ça a déjà été essayé, mais c'est que une vraie souveraineté populaire, ben, ça rendrait impossible, disons, le développement des énergies fossiles. Ça rendrait il y aurait partout des obstacles, des gens qui diraient non, je veux pas que vous utilisiez mon territoire pour ça, et ça marcherait plus. Ça compliquerait les choses pour
le commerce. Écoute, en préparant le dossier, je voyais différents articles sur l'abolition du serment, d'autres articles sur l'abolition de la monarchie. C'est quoi la différence? C'est quoi la différence entre abolir le serment et abolir la monarchie? Abolir la monarchie, c'est juste plus intense, là, c'est une étape plus loin. Abolir le serment, c'est comme une étape, là. Moi, j'ai, en début de législation, déposé un projet de loi pour proposer l'abolition de l'obligation de prêter serment à la reine. Donc, évidemment, tu sais, quand on est dans l'opposition, on dépose des projets de loi qu'on estime que le gouvernement pourrait techniquement adopter s'il le voulait bien. Fait que, tu sais, pas tout le temps, là, on pourrait aussi faire d'autres projets de loi, mais je me disais, ça là, il y a une chance quand même, la CAQ pourrait décider qu'elle met fin à ça. Parce que abolir le serment, c'est pas hors de portée. Si, on n'arrête pas de dire que, je disais tantôt, tout a l'air tout le temps trop compliqué. Non. Celui-là, ça serait pas aussi compliqué qu'abolir la monarchie. Je ris parce que c'est évident, mais là, c'est ça. Là, ça, c'est un geste qu'on pourrait faire sans être obligé de tout réouvrir. Oui, puis il y en a qui disent, dans le fond, il faut abolir la monarchie comme un petit peu à la fois, là, c'est-à-dire tellement y enlever d'éléments que finalement, il finit par plus rester grand-chose, puis on fait comme, pourquoi exactement on paye pour ça? On peut déjà se poser cette question-là, mais il y en a qui ont besoin de plus d'éléments. Mais c'est ça, tu sais, là, il y a un débat constitutionnel. Tu sais, moi, le projet de loi que j'ai déposé, c'est quelque chose que je prétends, puis certains constitutionnalistes que j'ai beaucoup, il n'y en a pas une centaine, là, des constitutionnalistes qui travaillent sur les enjeux de la monarchie au Québec. Il y en a que j'ai consultés qui ont dit oui, on peut le faire, le Québec peut unilatéralement décider d'abolir ça. Puis il y en a qui vont dire ah non, ça prendrait un accord d'Ottawa qui là, devrait ouvrir sa constitution, puis là, il devrait avoir comme l'accord des provinces, là, ce serait compliqué, puis ça se pourrait pas. Mais la seule façon de trancher ça, c'est de l'essayer. Tu l'essayes, puis tu vois qu'est-ce que ça donne. Parce que je voyais, c'est ça, je lisais qu'en changeant un simple mot à l'intérieur entre autres, là, du serment, ça pourrait déjà être quelque chose d'accessible. Écoute, je vais te poser la question maintenant sur ton projet de loi, puisque tu t'en as parlé. Qu'est-ce qui en est advenu? Qu'est-ce qui est arrivé quoi avec ça? Il est au feuilleton. Ça veut dire que j'ai déposé. Il est là. Puis là, n'importe quand, Simon Jolin Barrette, qui est leader du gouvernement, pourrait décider d'appeler le projet de loi pour qu'il soit il pourrait se lever en criant. Il pourrait faire ça. S'il ne fait pas avant la fin de la session parlementaire, il va mourir au feuilleton, d'où l'expression mourir au feuilleton. Puis là, personne ne pourra plus l'appeler. Il faudrait que je le redépose pour qu'on puisse le réappeler. Mais bref, tu sais, les oppositions, on peut déposer des projets de loi, puis là, on dépose ça, puis après ça, c'est le gouvernement qui décide si finalement ça sera débattu. Fait que s'il n'est pas réappelé, ça serait à toi de le redéposer lors d'une prochaine session. D'une prochaine session, exactement. OK. Puis là, ça se peut qu'il y ait un changement de session. Je dis à toi parce que tu as l'air d'être le porteur, là, mais quelqu'un d'autre pourrait aussi le faire. Oui, mais il peut y avoir plusieurs sessions dans une législature. Il y a comme des rumeurs qu'il y aurait peut-être une prochaine session qui arriverait après que la COVID va être finie, là, que le gouvernement voudrait dire « OK, là, je veux comme symboliquement faire table rase. » Puis donner une nouvelle réorientation à mon gouvernement, à mon leadership. Puis là, alors, je ferme la session, je réouvre. Puis là, tout meurt au feuilleton, il faut tout recommencer. Les numéros des projets de loi sont plus le même. Puis il pourrait faire ça. Il y a des rumeurs. Mais bon. Est-ce que tu ambitionnes de revenir à ce moment-là à la charge et redéposer? C'est sûr. C'est sûr. Ben oui, en plus, il est tout prêt, la recherche est faite, je peux juste la reprendre, copier-coller, la redéposer. Puis c'est fait intéressant. Tu sais, quand il y a en ce moment une réforme des procédures parlementaires qui est en cours. Okay? C'est comme une réforme de comment fonctionne le Parlement, les débats, les projets de loi, etc. Puis évidemment, à Québec solidaire, on a fait plein de propositions en vue de démocratiser un peu ça, pour donner plus de prise aux citoyens et aussi aux oppositions dans le processus parlementaire de l'Assemblée nationale. Et chaque parti a fait des propositions, je pense, parce que nous, on en a fait, la CAQ en a fait, je pense que les autres aussi, même si je n'ai pas trop regardé. Mais Simon Jolin Barrette, qui avait déposé dans son document original des propositions, il avait dit enlever l'obligation de prêter serment à la reine. Fait que là, je dis, j'ai peut-être un allié. Fait que va-t-il aller jusqu'au bout, je ne sais pas trop. Mais je sais que c'est quelque chose qui, depuis ce temps-là, d'ailleurs, je lui ai écrit des cartes de Noël à chaque année, puis je lui parle du serment à la reine. Alors, est-ce que ça aura un impact suffisant? L'avenir
seul le sait. C'est quoi sa motivation? Est-ce que tu as pu... est-ce que ça a l'air sincère? Penses-tu qu'il y a une intention réelle d'agir? Je parle de Simon Jolin Barrette. Écoute, je veux penser que oui, mais en même temps, une des stratégies, je pense, de la CAQ pour se hisser au pouvoir, ça a été de dire hey, on est full nationaliste, puis après ça, de complètement se dégonfler. Je veux dire, juste, regarde tout ce qu'ils ont promis qu'ils feraient, là, puis qu'ils ont attiré. C'est pas pour rien que plein de souverainistes ont voté pour la CAQ. Là. Regarde, ils ont dit on va abolir le poste de lieutenant-gouverneur. Oublie ça. Ils ont dit on le fera pas. Ils ont dit on va faire un rapport d'impôt unique. Ah, Ottawa veut pas, on le fera pas. Après ça, le rapport, le serment, il n'en avait pas parlé avant. Mais est-ce que c'est une autre affaire pour comme semer l'espoir de ils ont parlé de ça, c'est bien hot, ça se pourrait-tu que ça arrive? Là, finalement, ça n'arrivera pas, ça se peut bien. OK. Pour modifier la Constitution canadienne et obtenir l'accord, il faudrait obtenir l'accord du Parlement canadien et de toutes les autres provinces au complet. Donc, ça veut dire qu'une seule province peut bloquer? Ça en prend combien pour bloquer tout ça? Écoute, je me souviens plus c'est quoi là, la règle qui a été établie en 82. Dépendamment de ce que je lisais hier, c'était même pas toujours pareil, by the way. C'était pas toujours la même chose. Hier, je lisais des différents dossiers là-dessus, puis dans certains articles, ça disait que ça prenait l'accord de 10 provinces, dans d'autres de 9. Donc là, je me demandais, ça en prend combien pour pouvoir bloquer tout ça? C'est au moins tant de provinces qui ont au moins tant de pourcentage de la population, là, mais c'est sûrement pas toutes les provinces parce que le Québec ne peut pas bloquer. Le Québec n'a pas le droit de veto. D'ailleurs, c'est une des choses qui était un peu une perte, là. C'est-à-dire que on avait de tradition, disons, un droit de veto sur les changements constitutionnels au Québec, là, qui n'était pas écrit quelque part, mais il n'y a pas grand-chose d'écrit de toute façon dans la Constitution canadienne. Et beaucoup de choses, c'est de la coutume accumulée, puis que c'est ça qui est considéré comme étant la Constitution. Fait que il y avait comme une tradition comme de quoi les choses ne changeaient pas si le Québec n'était pas d'accord. Puis ça, ça a été perdu finalement en 82. Fait qu'on a vraiment été... c'est pour ça que cette constitution-là, cette loi constitutionnelle-là, je devrais dire, on l'a jamais signée parce que tout à coup, on a perdu tellement de pouvoir, puis on s'est fait dire ça va être presque impossible à changer. Puis en même temps, tu n'auras pas le pouvoir dessus. Puis là, après ça, on a essayé de la changer, de proposer des conditions pour améliorer le fédéralisme canadien. Avec Meach, ça a été rejeté par les politiciens canadiens. Puis après ça, Brian Mulroney a dit on va diluer un peu les conditions de Meach, là, puis là, on va proposer ça par un grand référendum pan-canadien, là, le référendum sur l'accord de Charlottetown. Ça a été refusé au Québec largement parce qu'on trouvait que c'est des conditions qui étaient vraiment insuffisantes. Ça a été largement refusé au Canada. J'ai dit au Québec, parce que c'était insuffisant, puis au Canada, ça a été rejeté parce que c'était ben trop ambitieux. Mais le Québec demandait ben trop. Mais en 98, quand même, contrairement à ce que l'opinion pense, à l'opinion répandue pense, l'Assemblée nationale s'est vue confirmer qu'elle disposait du pouvoir de rouvrir la Constitution. Donc, pourquoi on ne l'exerce pas, ce pouvoir-là? Pourquoi on ne l'a jamais fait depuis? Écoute, Jean-Marc Fournier, qui était... un libéral là, de la dernière législature. Là, on se souvient de Jean-Marc Fournier. Je s'en rappelle. Je pense que c'est en 2017. Il est allé dire, il est allé comme tendre la main au gouvernement pour dire, on devrait là, comme réfléchir à peut-être avoir des discussions constitutionnelles, juste pour réfléchir, tout ça, même sans faire des grosses revendications. Puis ça a pris quelques heures, c'est fait dire, non, on ne rouvrira pas ça. On peut se demander, est-ce qu'il y a certainement des choses qu'on pourrait faire pour forcer une négociation constitutionnelle. On pourrait le faire, mais l'affaire, c'est que il n'y a pas grand monde qui est intéressé à faire ça, à part les indépendantistes. Puis en tant qu'indépendantiste, moi, je pense que c'est pas la voie la plus intéressante à utiliser pour faire l'indépendance. Je m'explique. Le Canada, là, il veut pas ouvrir ça parce que dès que tu ouvres une négociation constitutionnelle, c'est comme une boîte de Pandore. Tout le monde va vouloir amener ses trucs. Le Québec va avoir des demandes que personne ne va être capable d'accepter. Les Autochtones de partout au pays vont avoir plein de demandes que les autres provinces, puis le Québec, le gouvernement du Québec, en tout cas, à moins que ce soit un gouvernement solidaire, eux autres, ils ne voudront pas les accepter. Après ça, il y a des provinces, l'Ouest va demander des affaires pour pouvoir passer ces pipelines que le Québec n'acceptera jamais. Puis là, ça va être le chaos total. Ça va augmenter les antagonismes, ça va clairement faire augmenter l'appui à l'indépendance au Québec. Puis là, le Québec risque de partir. Puis là, l'Ouest ne pourra définitivement plus passer ses pipelines. Fait que ça, c'est la raison du côté canadien.
du côté, mettons, d'un gouvernement comme la CAQ, là, qui s'est fait élire en disant, nous autres, la question constitutionnelle, ça ne nous intéresse pas. C'est un vieux débat. Puis nous autres, on parle des choses, je sais pas c'est quoi, là, en tout cas du nationalisme, machin. Ben, Les vraies affaires. les autres ne sont pas intéressés à développer une démarche constitutionnelle qui va mener à l'impasse, parce que ça va faire la démonstration que leur posture, ça vaut rien. Tu sais, eux autres, là, la CAQ, ce qu'ils veulent, là, c'est faire ce qu'ils peuvent à l'intérieur du cadre. Ils ont prétendu, pour se faire élire, qu'ils voulaient augmenter l'autonomie du Québec, qu'ils allaient chercher des nouveaux pouvoirs, mais ils n'ont jamais rien fait en ce sens, ils feront jamais rien, puis toutes les choses qu'ils avaient promis qu'ils feraient qu'elle allait dans ce sens-là, ils les ont abandonnées en disant que c'est pas la priorité des Québécoises et Québécois. Exact. Fait qu'ils vont pas démarrer une démarche dans laquelle ils vont sortir comme des perdants parce que ça marche pas. Puis d'un côté du Québec, là je vais faire à 3 points. Du côté d'un indépendantiste, là, c'est que il faut arrêter de penser au cadre canadien comme étant une limite à notre autodétermination. Tu sais, il y en a beaucoup de gens qui ont écrit des livres entiers sur le Québec a-t-il le droit de faire l'indépendance? Est-ce que c'est permis dans la Constitution canadienne? La réponse, c'est on s'en fout complètement. Parce que nécessairement, là, cette Constitution-là a été créée pour nier la souveraineté des peuples. Si on veut la souveraineté des peuples, là, ben, il va falloir qu'on l'affirme, qu'on la crée en se faisant notre propre Constitution, puis en faisant une rupture avec ce cadre-là qui est conçu pour nier notre souveraineté. Donc, c'est pas à l'intérieur de la Constitution que ça va se passer. Ben, c'est ça. C'est comme les Catalans. Là, il y en a qui disent, l'Espagne, leur gros argument, c'est de dire, légalement, selon notre Constitution, vous n'avez pas le droit de décider par vous-même d'être libre. Ben là, évidemment qu'ils ne vont pas s'arrêter là. Ce serait donc bien niaiseux. Ouais. Qu'est-ce que c'est vrai qu'on entend toutes sortes de trucs sur des situations un peu exceptionnelles où, par exemple, la mort de notre souverain pourrait bloquer nos travaux parlementaires à Québec. Qu'est-ce qu'il y en est de ça? Peux-tu m'éclairer un peu là-dessus? Je vais t'avouer, j'ai pas eu le temps de chercher beaucoup, puis ça ressort régulièrement. Ben là, il y a un projet de loi qui a été déposé par Sonia Lebel du gouvernement qui veut ajouter une espèce d'article là, dans nos lois qui ferait en sorte que s'il y a une succession du trône, là, ben, qu'on ne sera pas obligé de repartir en élection puis de prêter serment à nouveau à je ne sais pas qui serait le successeur. Et bon, puis là, il semble-t-il que toutes les provinces canadiennes ont cet article-là dans leur constitution interne, puis que nous autres, quelque part en 82, il y a des modifications qui ont été faites par le Parti québécois, puis qui auraient comme oublié ou volontairement omis de mettre cet article-là, et donc que ça créerait un problème. Mais il faut le voir pour le croire, là, c'est-à-dire que est-ce que vraiment ça ferait ça? Il y a tellement de choses qui sont spéculatives dans une constitution qui est beaucoup axée sur la coutume. On garde-tu juste ce qui fait notre affaire au final là-dedans? Comment ça marche? Comment? On dirait qu'on garde juste ce qui fait notre affaire là-dedans. Là. Ben, il y a des débats de constitutionnalisme. Là, ça irait devant les juges. Puis là, les juges décideraient de ce qui se passe. Puis ça serait ça, tu sais. Fait que là, comme pour pas prendre de chance de perdre des mois dans une espèce de chaos juridique qui montrerait les failles de la Constitution canadienne puis de retourner en élection en pandémie, ben là, ils ont décidé de déposer un projet de loi pour mettre cet article-là qui spécifie que même si ça change de souverain, on continue à siéger pareil. Qu'est-ce qui en est advenu de ce projet-là? Je pense qu'il va être appelé bientôt, mais il a comme été mis au feuilleton, mais pas encore appelé okay. au débat. Écoute, on va garder un œil là-dessus, c'est intéressant. Tantôt, je te relatais un peu la réflexion initiale qui a amené notre discussion d'aujourd'hui. Je t'ai dit, hey, on est tous mêlés, on va appeler ça. Pourquoi on s'est tourné vers ça? Pourquoi on s'est pas tourné vers le PQ? C'est eux autres, les porteurs de la souveraineté puis de l'indépendance? Je pense que les porteurs de la souveraineté et de l'indépendance, c'est le peuple québécois dans son entièreté. Puis il n'y a pas de parti politique qui a le monopole de ça, ni de mouvement social qui a le monopole de ça. C'est le peuple qui décide quel parti il amène au Parlement. Puis c'est le peuple qui décide avec quel parti au pouvoir il va faire l'indépendance. Puis ça, on va respecter cette volonté-là tout le temps. Là. Je suis bien... tu sais, aujourd'hui, mettons qu'avec Solidaire est la deuxième opposition officielle, puis le PQ est la troisième opposition officielle parce qu'ils ont moins de députés, puis là, c'est ça, on les a comme dépassés historiquement. Mais ça m'a tellement emmerdé, moi, quand j'étais dans
un parti plus petit comme Option nationale, de voir justement le Parti québécois faire comme nous sommes, les uniques détenteurs de ce projet-là, puis les autres divisent le vote, que je dirais pas ça aujourd'hui. T'embarqueras pas dans ce jeu-là. Mais non, mais sans blague, tu as compris qu'il y avait une boutade là, que j'ai envoyé un petit peu, j'ai envoyé la question aussi au PQ à travers ça, à savoir pourquoi on ne s'est pas senti lié immédiatement à eux. C'est peut-être parce qu'ils portent pas le dossier puis le projet. Autant, malgré qu'on a vu beaucoup de sorties de Paul Saint-Pierre, il en a fait, Paul Saint-Pierre Plamondon, qui en a fait un peu son ordre du jour pendant quelques semaines de la monarchie, mais sans blague, là, tu comprends pourquoi je l'ai amené. Je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé pour que, naturellement, alors qu'il y a beaucoup d'ex-péquistes dans les engagés publics, pourquoi ça nous a top of mind, là? On n'y a même pas pensé, on a pensé à toi immédiatement. Je suis placé, en tout cas, je le prends comme un honneur. Prends-les comme ça, Sol. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ça a été très, très, très apprécié. Merci beaucoup, Sol. Ça fait plaisir. Merci tout le monde d'avoir été à l'écoute. Donc, c'était notre épisode pour cette semaine. Vous pouvez nous écouter sur toutes nos plateformes. Vous le savez, on est sur Facebook, on est sur SoundCloud, on est sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. On est partout. Donc, soyez à l'écoute. Puis, venez nous donner votre appréciation. Puis, pourquoi pas venir donner votre point de vue sur la monarchie à travers nos différentes plateformes. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.